Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est une expérience de pensée. Et nous allons voir, par la même occasion, que c'est une réponse, sinon c'est la meilleure réponse à formuler pour ceux qui font les louanges du Big Data. L'homme possède une faculté rarissime qui est la faculté de faire un constat et émettre des hypothèses. Et parfois, ces hypothèses sont contre nature. Et cela ne pourra jamais faire l'objet d'un algorithme. Bon, allons-y. Une expérience de pensée est une manière de résoudre un problème en utilisant la seule puissance de l'imagination humaine, parce que les conditions de l'expérimentation ne sont pas réalisables. Cette méthode remonte initialement à Galilée, qui en faisait la clé de ses recherches scientifiques. L'utilisation en philosophie des expériences de pensée fait partie de la méthode qui est celle de la philosophie analytique. La démarche générale qui préside aux expériences de pensée se formule par la question « si on fait ceci ou cela, que se passerait-il » De nombreuses expériences de pensée concernent les paradoxes de notre connaissance. Elles s'appliquent à des situations réelles possibles physiquement, d'après ce que nous comprenons des lois de la nature, ou possibles dans le temps, possibles tant que nous n'en savons pas plus sur les lois de la nature, ou encore possibles logiquement. Une expérience de pensée est généralement composée de 3 étapes. La première étape, c'est la formulation de l'hypothèse théorique. La seconde, c'est la description d'une situation contrefactuelle. Et la troisième étape, c'est le test de l'hypothèse. Nous allons nous arrêter dans une première station avec le sujet de la chute libre des corps. Alors il faut savoir que depuis l'aube de l'histoire, tous les hommes qui ont vécu sur notre planète ont bien vu et bien constaté que tous les corps ne tombent pas à la même vitesse et que les plus lourds ont tendance à tomber plus vite que les plus légers. La théorie scientifique admise du temps de Galilée était la théorie d'Aristote, qui avait écrit dans le traité du ciel: plus un corps est massif, plus il tombe vite. Selon Aristote, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Le temps de chute d'un corps en chute libre est fonction de sa masse. Mais alors, comment Galilée a-t-il procédé pour rendre caduque la théorie d'Aristote et montrer sa non-validité? Galilée n'a jamais jeté des pierres du haut de la tour de Pise. C'est un pur mensonge. Car s'il l'avait fait, alors il aurait vu qu'effectivement, un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. Il faut dire que Pise est la ville natale de Galilée, ceci d'un côté, et de l'autre côté que ce sont les responsables de la commercialisation du tourisme en Italie qui sont derrière ce mythe. Par contre, Galilée a compris, en faisant tomber une pierre successivement dans la mélasse, l'eau et l'air, le rôle important que joue le milieu dans un tel phénomène. Et il a pensé le même phénomène dans l'absence de tout milieu, c'est-à-dire le vide. Or, à l'époque de Galilée, une expérience de chute libre d'objets dans le vide n'était pas possible. Sa solution était simple, une expérience de pensée. Et son stratagème a consisté à fabriquer un système en attachant 2 corps avec
une ficelle. Autrement dit, Galilée a eu l'idée de passer de la situation d'un seul corps à celle de deux corps liés pour mettre en évidence une situation de malaise de la théorie d'Aristote, ou si vous voulez, une situation d'auto-incohérence. En effet, et comme on le voit sur l'encadré numéro 1, l'encadré de gauche, attachés, les deux corps forment un nouveau corps plus lourd que le corps lourd. L'assemblage doit donc tomber plus vite que le corps lourd. C'est ce qui dit la théorie d'Aristote. Mais, et comme on le voit sur l'encadré 2, l'encadré de droite, en attachant les deux corps, le corps léger ralentit le corps lourd par effet parachute. L'assemblage doit donc tomber moins vite que le corps lourd. Là, nous voyons l'effet parachute et nous voyons l'implication de la résistance de l'air qui était totalement absente dans le raisonnement d'Aristote. Pour Galilée, il conclut donc que les corps tombent à la même vitesse. Dans la deuxième station, nous allons voir le principe d'équivalence d'Albert Einstein, équivalence entre gravitation et accélération. Albert Einstein, en 1907, quand il était ingénieur au bureau d'études de brevets à Berne, un jour qu'il rêvassait, au cours de cette semi-rêverie, il comprend, par une expérience de pensée, que s'il tombait en chute libre, il ne sentirait pas son propre poids. Autrement dit, si vous tombez en chute libre dans le vide, la cause de votre chute, c'est bien votre poids. Mais en même temps que vous tombez, si vous tombez avec votre serviette, une serviette par exemple, ou un cartable, si vous le lâchez, le cartable tombe à la même vitesse que vous. Donc par rapport à vous, le cartable ne tombe plus, comme s'il est en apesanteur. Donc, comme si la gravité avait disparu. Or, c'est justement la gravité qui vous fait tomber. Et donc, dans la chute d'un corps, la cause est annulée par l'effet qu'elle produit. Einstein, en pensant à ce phénomène, va formuler en 1907 le principe d'équivalence, équivalence entre la gravitation et l'accélération, avec l'idée que l'accélération peut annuler la gravitation, et dans d'autres situations, une accélération peut mimer la gravitation. C'est cette idée qui va le conduire 8 ans plus tard, en 1915, vers une nouvelle théorie de la gravitation, qui est la théorie de la relativité générale. Einstein, dans son stratagème, il prend un bonhomme qu'il place dans une cabine, une boîte, un ascenseur, c'est comme vous voulez. Et donc, cette cabine ou boîte posée sur terre, il est bien fermé pour que le bonhomme ne voit pas l'extérieur. Et par un moyen quelconque, soit une fusée, soit un lutin, on tire la cage vers le haut. On arrive à un moment à supprimer la gravité. Et le bonhomme ne sait jamais si ses pieds sur le sol, ce fait-là, est-il dû à la gravité ou au lutin, à la fusée qui tire. Ceci traduit l'équivalence entre accélération et gravitation.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.